Bonjour, c'est comme toujours, bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Vous le savez, c'est une émission qui est toute consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler d'une fée qui soigne corps et âme, à la frontière entre le physique et le psychologique. Venons-en aux fées, elle s'appelle Vanessa Nossé, elle est socio-esthéticienne et c'est notre invitée. Plus j'avais mal, et puis plus j'aimais ça. Dans les bras d'une esthéticienne, j'ai compris des choses. Elle m'a enlevé chaque brin de peine. Ah, les bras de l'esthéticienne qui enlève chaque brin de peine, comme dit la chanson. Ça, c'est vrai, car avec un tube de rouge à rêve, du blush qui fait les joues proses, un peu de fond de baratin léger, en plus du soin apporté au visage, c'est un peu, beaucoup passionnément, du baume au cœur qu'elle apporte à ses patients. Des mots pour soigner les maux. Vanessa Nossé est une fée, une magicienne. Elle exerce avec cœur un métier tout tourné vers l'autre, vers le bien-être, vers l'humain. Et quand en plus elle décide de s'adresser à des publics particuliers, comme des femmes hospitalisées ou des personnes handicapées, des enfants aux vies cabossées, alors son activité dépasse le cadre purement esthétique. De séance en séance, elle se fait tour à tour attachée de princesse, délicatesse d'accueil, réparatrice de larmes, de séance en séance. Elle prend ses patients par l'humain, ouvrière du sentiment. Elle joue les distribueuses de tendresse, redonne espoir et dignité. Les esthéticiennes sont des fées et nous avons la chance d'en recevoir une dans l'émission. Quel est son parcours? En quoi consiste son travail? Quel est son quotidien? Voilà autant de questions que nous allons poser à Vanessa Nossé. Bonjour. Soyez la bienvenue dans l'émission comme toujours. Avant que vous nous révéliez les coulisses de votre métier, permettez-moi de vous présenter deux chroniqueurs, deux produits de toute beauté, qui ont eux aussi un peu de fond de baratin et des tubes de rouge à rêve. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. Ça va? Oui, mais on aura besoin de maquillage. Voilà, moi aussi. Un petit coup de Moi aussi, j'aurais de besoin. peps. Oui. Mais tout va bien. Tout va bien. Oui, Bientôt oui. l'été, c'est... Ah oui, l'été approche, mais l'été, ça vaut l'hiver, hein, et l'hiver vaut l'été. Moi, je ne suis pas sensible aux saisons. Toutes les saisons sont belles. C'est bien. Quel Ouais. philosophe. Ah, mais oui, oui, oui. Et alors, c'est un plat philosophique que vous... Ah, mais c'est un plat que ma grand-mère faisait à Pâques. C'est un ragoût d'agneau de la grand-messe de Pâques. Un ragoût Voilà. d'agneau. D'accord. Ouais, parce que les grands-parents allaient à la messe régulièrement, et puis donc, mettaient ça dans le four à cuire pendant tout le temps où elle était à la messe. Bien. Voilà, c'est un mijotage qui se fait naturellement. C'est une cuisine d'assemblage, comme toutes les cuisines traditionnelles. Très Et c'est le goût qui se fait par rapport à la cuisson. On Et découvre, aux produits qu'on a mis dans la recette. on découvre ça dans Oui. un instant. Vous êtes allé à la messe le temps que ça, de le faire, non? J'y vais de temps en temps. J'avoue que j'en loupe quelques-unes quand même. Bien. Je dois l'avouer. Hein. Et Jean-Pierre Bertrand, qu'est-ce que vous nous réservez? Alors, je vous mets au défi d'avoir trouvé des témoignages sur les esthéticiennes et qui plus est, les socio-esthéticiennes. Sociaux totalement C'est- introuvables. Ouais. Esthétique, bon, on parlait pas, c'était pas des mots Qui étaient employés pour qui étaient employés autrefois. Hein. Mmh. C'est vraiment des mots des années 60, sur les premières boutiques s'installent dans les villes. Esthétique sur la vitrine, Oui. à côté du mot parfumeur. C'est souvent ça, quoi. Hein. Oui, donc il faut dire aussi que le maquillage est quelque chose qui est complètement récent dans la société rurale. D'accord. Je ne parle pas de la cour, Oui. n'est-ce pas? Ouais. Et donc, on va entendre justement des prémices de ces besoins de... On disait farder autrefois. On ne disait pas maquiller. On se farde. Ouais. Et il y a même plusieurs chansons très anciennes, hein, du 18e, qui parlent de ces servantes qui osaient se farder. Parce qu'une servante, ça ne se farde C'est pas oui. possible. C'était complètement rejeté par la religion, etc. Donc voilà. Ah ben, on en parle dans un instant. Vanessa Nossé, socio-esthéticienne. Alors, esthéticienne, on voit à peu près. Socio-esthéticienne, c'est peut-être moins connu. Alors, ça fait 40 ans que ça existe. D'accord.
Le CODES où j'ai pu faire ma formation à Tours a fêté ses 40 ans il y a 2 ans déjà. D'accord. Donc ça fait 40 ans, mais c'est vrai que c'est un métier qui est très peu connu. Très peu connu peut-être. Et donc la socio-esthétique, donc on utilise les outils d'esthétique pour pouvoir faire des soins aux personnes fragilisées. Donc soit des personnes fragilisées donc par le cancer, par exemple, par les maladies, par le handicap, ou par aussi au niveau social qui ont rupture sociale, voilà, etc. Ouais. Et c'est très différent de l'esthéticienne? Alors oui, moi je ne me considère plus comme esthéticienne, je me considère vraiment comme socio-esthéticienne parce qu'on travaille aussi avec les équipes pluridisciplinaires. Okay. Donc c'est vrai qu'on travaille sur un objectif à atteindre suivant les personnes, suivant où on travaille aussi. Les objectifs sont différents suivant les secteurs, les structures dans lesquelles on travaille. D'accord. Donc en fonction de ça, on adapte notre travail, notre façon de faire. Et ce sont les structures qui vous sollicitent? Comment ça se passe? Alors oui, ce sont les structures qui sollicitent. Il y a aussi beaucoup de démarchage pour essayer de faire connaître notre travail, notre métier. Souvent le budget manque au niveau des structures, donc c'est compliqué de trouver. Mais là, ça fait 3 ans que je suis installée. Et en libéral? Alors, ça peut être soit libéral et ou aussi salarié. Donc moi, j'ai les deux casquettes. Voilà, tout à fait. Et comment vous est venue cette envie de vous diriger vers le socio-esthétique? Est-ce que vous avez exercé en tant qu'esthéticienne auparavant? Alors oui, il faut. Avant de faire de la socio-esthétique, il faut avoir une expérience minimum de 2 ans, voire plus, pour avoir vraiment les gestes acquis au niveau de l'esthétique. Donc tout ce qui est maquillage, les massages, etc., les modelages. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir que ça soit acquis, parce que après, quand on fait la formation de socio-esthéticienne, normalement, c'est acquis, donc on n'apprend pas tous ces gestes-là, toutes ces techniques de massage, de soins, etc. Lors des formations, de la formation de socio-esthéticienne, on apprend plus à prendre en charge la personne, donc on a des cours de psychiatrie, de psychologie, de dermatologie aussi, pour ne pas faire n'importe quoi sur des personnes, sur des peaux fragiles, comme par exemple en cancer, où ils ont des traitements. Et donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut savoir comment prendre en charge correctement la personne. Comment c'est perçu par les personnes? C'est un choix de leur part ou c'est les équipes qui leur conseillent? Et comment elles le vivent? Alors, donc... ça dépend des structures, mais en général, les collègues, donc ça dépend, éducateurs, médecins, coordinateurs ou autres, infirmières coordinatrices, nous dirigent, en fait, elles dirigent les patients ou les bénéficiaires vers nous pour qu'on puisse intervenir. Donc, tout dépend après, par exemple, à l'hôpital. Donc, moi, je travaille en cancérologie. Donc là, ce sont les infirmières coordinatrices qui proposent aux patientes. Et après, nous, lors des traitements de chimiothérapie, on passe dans la chambre et on donne des conseils. Beaucoup de conseils, beaucoup de conseils sur la peau, les cheveux, les ongles aussi qui peuvent être abîmés. Et également du maquillage correcteur. D'accord. Donc ça, c'est plus en cancérologie. Et puis après, dans d'autres structures, ce sera plus un travail en équipe, justement, et en fonction du besoin. Par exemple, je travaille en MEX, Maison d'enfants à caractère social, des apprentis d'Auteuil. Donc là, ce sont des jeunes qui sont pour la plupart déscolarisés ou peu scolarisés et qui sont dans la structure... Et il y a beaucoup de travail sur la détente, sur la relaxation, sur l'hygiène aussi. Donc voilà, suivant les besoins, les objectifs sont différents suivant les personnes. Ouais. Et c'est un moment apprécié, j'imagine. C'est aussi un temps, une attention portée à la personne, un temps pour soi. Tout à fait. Donc ces moments... tous les bénéficiaires sont très contents, sont vraiment ravis. Quelquefois, ils viennent un petit peu à reculons et
parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, surtout pour les hommes par exemple, ils ne connaissent pas et après ils sont vraiment très contents et on voit qu'ils peuvent être un petit peu refermés par exemple au début et après tout de suite l'estime de soi, la confiance en soi, grâce à ces soins, le bien-être, la détente, ça permet d'avoir de jouer sur tout ça. Et comment, justement, en dehors des structures, comment on se fait connaître? Parce que si on se dit que c'est un moment qui est rare, qui est trop rare au vu des bénéfices des besoins aussi. Et des besoins, comment on prospecte, comment on se fait connaître, comment ça se passe Alors, donc, si on ne passe pas par une structure? Oui, donc moi je vais voir un petit peu, je vais taper aux portes, je vais expliquer un petit peu mon métier. J'ai eu la chance aussi de pouvoir faire des stages grâce à ma formation, donc ce qui a pu faire connaître dans une grosse structure l'AREAMS de La Roche et qui, grâce à ce stage, ils ont répondu à un appel à projet, donc ça marche aussi beaucoup avec des appels à projet pour avoir des budgets. Et j'ai pu intervenir dans pratiquement toutes les structures de l'AREAMS, donc dans le milieu beaucoup du handicap, ESAT, SAMSA, SAVS, MAS. Il y a aussi dans le milieu médico-social. Donc là, c'était plus avec des personnes réfugiées, SDF, protection de l'enfance aussi. Voilà, donc c'était très, très riche. Des patients très différents les uns des autres. Je vous propose, on marque une petite pause, on va passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Et ben voilà. Bon, ben oui, nous y voilà. Nous y voilà pour le repas. Pour le repas. Voilà un plat traditionnel de ma grand-mère. Je ne sais pas s'il était traditionnel partout. Comme la cuisine a voyagé un petit peu entre voisins, entre invités, etc. Là, ma grand-mère faisait sur un goula avant d'aller à la grand-messe de Pâques. Voilà. Maintenant, ce plat, on peut mettre des pommes de terre ou des fèves. Comme à l'heure actuelle, c'est la saison des fèves. On peut mettre des fèves pour remplacer les pommes de terre. Alors, l'avantage de ce plat, c'est que c'est un plat qui se fait tout seul. C'est magique. Non, la cuisine, elle est réduite à son plus simple. Ça veut dire que, la recette, il faut 2 kilos d'agneau, poitrine ou épaule. Il faut à peu près 2,5 kg de pommes de terre ou des fèves, il en faut le double, parce que ça peut être beaucoup plus lourd. Des carottes de sable, une dizaine, bio si possible. Une bonne douzaine de grosses échalotes, ou 14 plus petites. 8 gousses d'ail, et puis après du bouillon. Ça peut être un bouillon de poule, ça peut être un bouillon de volaille, ça peut être un bouillon de légumes, c'est meilleur. Autrement, de l'eau. Ça sera bon quand même. Persil plat, thym laurier. Alors donc, dans une marmite, vous mettez tout ça en couches successives. Vous mettez l'agneau coupé en morceaux, vous mettez les carottes, vous mettez l'échalote, l'ail, et après le thym, le laurier, et puis vous couvrez de bouillon. Vous le couvrez après d'une pâte, si on veut, autrement vous le mettez à découvert dans une cocotte avec un couvercle quand même pour que ça mijote. Voilà. Et vous laissez mijoter ça pendant 3 ou 4 heures au four, à peu près à 160 degrés, à un four bien chaud, quoi. D'accord. Voilà. Avec suffisamment de bouillon pour qu'il y ait de l'évaporation, pour que la cuisson puisse se faire. Et quand la grand-mère revenait de la grand-mère, c'était bon à manger. Après le verre à la cave que mon grand-père payait quand même, c'est un liqueur payé quand même, et le plat était bon à manger et c'était toujours très bon. Donc le plat, il mijotait quand on avait tout mis dedans, il n'y avait plus qu'à déguster. Voilà, en Angleterre, il faisait de l'Irish stew un petit peu dans le même esprit. Sauf que il n'y a pas de carottes, enfin c'est... Voilà le ragoût d'agneau de la grand-messe. Quand vous dites c'est simple, il faut quand même un petit peu de temps, quoi. Mais à partir du moment où on a tous les ingrédients, c'est hyper simple. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... On ne fait pas revenir la viande, c'est une bouilliture, quoi. Voilà. Alors ça veut dire qu'une fois que c'est prêt, on peut même le faire la veille. Bon, là, il le faisait le jour de Pâques, puisque s'il y avait de l'agneau, il fallait manger de l'agneau. Mais ça peut être fait la veille et puis le réchauffer pareillement. On met des pommes de terre, on peut mettre des fèves en légumes, exactement pareil. Voilà, une recette chez vous, essayez chez vous, couvert dans une cocotte. Nous, autrement, chez nous, on fait une pâte morte. On mélange de la farine avec de l'eau. Voilà, on met un œuf pour 1 kg de farine, très peu. Et puis on couvre le plat de cette pâte. Et donc ça cuit à l'étouffée en dessous de la pâte. Très bien. Voilà, ça c'est des... Et on peut, en dessous d'une pâte comme ça, on peut tout faire.
peut faire des poissons, on peut faire des... Voilà. Enfin, ça, c'est encore un autre technique, domaine. ouais, Mais ouais, à l'époque, ouais. il n'y avait pas de... Ça se faisait pas. Ouais. C'était dans la cocotte. D'accord. Le ragoût de ma grand-mère. Le ragoût le ragoût d'agneau de la grand-messe, de ma grand-mère. La grand-messe de la grand-mère. Oui. Ok. Elle Eh le ben, faisait on à la grand-messe, alors c'est une petite anecdote. Maintenant, on peut le faire sans aller à la sans messe. aller à la messe. D'accord. Bon. Autrement, c'est évidemment déclinable. là, c'est l'agneau de Dieu D'accord. qui a enlevé les Ben oui. péchés du monde. Ah. Merci pour cet instant. Ah, oui. Merci Jean-Pierre. Ça me rappelle Oui. ce qu'ils appellent le fricot en fou, C'est-à-dire fricotte en four à Lilieu. Ah Je sais pas oui. ce serait la recette, Ouais. parce il y a, que il y a des c'est... similitudes. Ah oui, Ouais, c'est ça, ces Ouais. étages de légumes, etc., de la viande Bien et sûr. tout. Mais alors, ce que tu dis, c'est vrai, Jean-Pierre, mais les recettes se sont baladées, puisque les marins allaient à l'île-Dieu, Ben oui, les gars de l'île-Dieu forcément. venaient, alors Emmenaient les il savoirs. y avait un cousinage entre plusieurs recettes différentes, et chacun adaptait, tu vois. Ouais, mais enfin, bon, pour eux, les gens d'Idieu, c'est eux qui ont exporté. Ah Ça ne peut pas venir. Ben enfin, c'est venu Ça peut également pas des venir du marins qui ont continent, échoué là-bas. Qui de l'œuf Oui, ou oui, de la j'ai poule. compris. J'ai compris. On est d'accord. Merci beaucoup Jean-Pierre. Vanessa, je me tourne à présent vers vous. Quelle qualité ça demande ce métier? Beaucoup d'écoute, Beaucoup d'écoute. de bienveillance et de partage aussi, d'être vraiment... Je pense que l'écoute est très importante pour bien prendre en charge la personne. Il faut une certaine expérience de la vie quand même. Oui, Vous je disiez pense. qu'il fallait avant tout avoir été esthéticienne Oui. avant, d'avoir fait la formation, mais malgré tout, est-ce que quelqu'un sortant de la formation qui n'aurait jamais pratiqué, c'est possible, ou vaut mieux avoir un peu roulé sa bosse? Alors après, je pense que chaque personne Ouais. a un vécu différent, donc voit en fonction. Moi, c'est vrai que pour ma part, C'est vrai. je me suis formée d'abord à l'esthétique. Je ne me sentais pas encore prête parce que ça fait très longtemps. Mais que vous mûrissiez quand même Oui, ce projet. Oui, Ouais. parce que à partir de 21 ans, quelque chose comme ça, D'accord. au début de ma formation d'esthétique, j'avais Vous déjà saviez dans que- l'idée de le faire. Et j'avais rencontré une socio-esthéticienne qui travaille encore à l'hôpital de La Roche. Et c'est vrai que ce métier me trottait dans la tête, mais c'était pas le moment. Donc voilà, j'ai mûri le projet. Et puis il y a eu un moment, après avoir eu mes 2 enfants, j'ai dit non, stop, C'est le moment. faut que je prenne du temps pour faire cette formation, pour apporter un peu plus de bienveillance aux personnes, que ça soit moins de l'esthétique pure. Ouais. Voilà. Et quand vous n'intervenez pas via des structures, Oui. vous allez à domicile, Alors- ou les gens viennent vous voir? Comment ça se passe? Donc c'est toujours par rapport... je vais un petit peu à domicile, Ouais. mais c'est avec l'achat des Vendées. D'accord. Donc du coup, c'est quand même avec la structure de l'achat des Vendées. Donc je vais, oui, à domicile, un petit peu aussi Proxiligue. Donc Ouais. Proxiligue, c'est avec la Ligue contre le cancer. Ouais, d'accord. Voilà. Mais sinon, je me déplace plus dans les structures que un petit peu à domicile aussi, mais un peu moins. D'accord. Voilà. Vous êtes nombreux, j'allais dire nombreux ou nombreuses? Alors, vous il connaissez y a des hommes, qui il y a exercent? quelques hommes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a Ouais. quelques hommes. Ouais. C'est vrai que la majorité, ce sont des femmes. Et oui, on est en Vendée, je pense qu'on est à peu près une petite dizaine. D'accord. Voilà. Il y a une attention particulière aussi sur le choix des produits, j'imagine. Oui, tout à fait. Comment ça se passe? Là, vous êtes conseiller, vous parliez d'équipe Oui. pluridisciplinaire, mais vous, après, c'est quelque chose auquel vous êtes très attentive? Oui, voilà, c'est quand même important de faire attention, de prendre des produits qui sont adaptés aux personnes, suivant les maladies, les soins au niveau de la peau, surtout en cancérologie. Je parle plus par rapport à la cancérologie, dans le sens où, à cause des traitements, ils peuvent avoir des effets sur la peau. Oui. Donc là, oui, on fait très attention. Ouais, d'où l'importance de notion de dermato. De connaître ses produits, de connaître la peau, et voilà, de ne pas faire n'importe quoi. Ouais. C'est un temps privilégié aussi de confidence, ou est-ce qu'on vous dites on écoute, Oui. vous parlez, ou comment ça se passe? Oui, on échange énormément, et Ouais. comme nous, la socio-esthétique, c'est non médicalisé. Ouais. Donc quelquefois, c'est des moments justement où ils ont tendance à plus se livrer, échanger sur d'autres choses qu'ils ne feront peut-être pas ou moins avec le personnel médical. Une journée type
Ça existe dans votre métier ou elles sont vraiment toutes différentes C'est très très différent. Ouais. Dans une semaine, ça change tout le temps. Suivant les structures dans lesquelles j'interviens, par exemple, je travaille 2 jours par semaine en cancérologie, D'accord. une journée par semaine à l'AMEX, et puis je vais aussi dans une MAS, donc maison d'accueil spécialisée avec des personnes lourdement handicapées. Ouais. Voilà, après je vais aussi dans des petites associations comme Coucou Notre-Roman, où je fais des ateliers collectifs. Donc oui, ça peut être soit des ateliers collectifs ou soit des soins individuels. D'accord. Donc là, les ateliers collectifs, c'est sur des thèmes différents, comme sur le soin des mains, soin du visage, le maquillage, correcteur ou non en fonction des publics, la relaxation autour des 5 sens par exemple. Ouais. Voilà. Donc, c'est sans arrêt des rencontres alors? Des rencontres? Oui. C'est ça qui est riche. C'est ce qui est riche, oui. Je vous propose qu'on marque un petit temps, on va faire un bond dans le temps, justement, avec Jean-Pierre Bertrand de Bouche à Oreille. Alors, les soins, les bien-être, qu'est-ce qu'il en était hier? Il n'en était pas grand-chose. Pas grand-chose. Non. Évidemment, il y a un énorme fossé entre la société, en gros, citadine, dans le 19e, et si on remonte encore plus dans le temps, entre toute l'aristocratie et le peuple. D'abord, l'Église a mis une sorte de morale à ce qu'on appelle le maquillage. Pas question pour une jeune femme de se maquiller autrefois. Même, on voit encore dans des films, quelquefois, des parents qui disent « Oui, t'as l'air d'une catin, t'as l'air d'une... » Voilà, plein de mots comme ça, quelqu'un qui se maquille. Donc, c'est encore ancré, même chez les metteurs en scène d'aujourd'hui, que ce phénomène. Donc voilà, on est dans quelque chose qui naît, en gros, après la guerre de 14, où les hommes ont voyagé, où il y a eu une grande circulation d'informations. En gros, les journaux sont arrivés pas chez tout le monde, mais presque. Ouais. Il y a la radio, Ouais. première pub. Et si vous avez vu de ces catalogues, comme Manu France, par exemple, je me souviens de ma grand-mère. tous ces catalogues de vente par correspondance d'autrefois, on l'oublie ça. Ouais. Mais il y a des trucs qui sont merveilleux, parce que tout est dessiné. Ouais, Le nombre de produits pour l'hygiène, l'esthétique, etc., c'est fantastique. C'est des pages entières, des trucs de jouvence de ci, de ça, etc. Voilà. Il y a une explosion à ce moment-là. Et parmi les premières applications, c'est la poudre de riz. Alors on va entendre Madame Augustine Auger, qui est de Longève dans le Sud-Vendée, qui va nous parler de ses souvenirs entre les 2 guerres. On écoute. Et est-ce qu'il y avait aussi des parfums? Ah oui, on a toujours eu d'autres colonies. Toujours. Toujours d'autres colonies. Toujours. D'accord. Du maquillage? Oh ça, faut pas m'en parler parce que je ne me suis jamais maquillée. J'ai mis de la poudre de riz. Maman nous avait acheté de la poudre de riz parce qu'elle était quand même assez... Et puis alors, ma soeur et moi, on se met de la poudre de riz. Il m'est venu des boutons. Oh, il dit la poudre de riz. Maintenant, mets-en si tu veux, que je dis à ma soeur, mais moi je ne m'en mettrai pas. Puis je m'en suis jamais mis. Et oui, méfiance, la poudre de riz. Non, voilà. Ça nous amuse toujours, mais n'empêche que voilà. Et le rouge aux lèvres, il est venu à quelle époque? Ah, c'est des mêmes époques. Mêmes époques, ouais. C'était le début du rouge aux lèvres, quoi. Oui. Ouais. On va entendre. Alors là, c'est vraiment pour l'anecdote parce que en sélectionnant tous les témoignages, il y en a où j'accroche vraiment, où je me dis, mais c'est incroyable qu'on ait des choses comme ça. Et on va entendre donc Michel Bodin, qui est de Pouillé, toujours dans le Sud-Vendée, ou alors je ne dis même pas de quoi il va s'agir, vous allez le découvrir, parce que c'est à peine pensable aujourd'hui. On écoute. J'avais le père Mercereau en le temps. Tous les dimanches matins, il se lavait au timbre, bien, il enlevait sa culotte, il se lavait au timbre. Hein.
Puis après, quand il s'était lavé au temps, il prenait la bouteille d'eau de vie, il se lavait la bouche à l'eau de vie, il se lavait les cheveux à l'eau de vie, et puis quand il avait bien fini, qu'il était propre, il prenait le goulot de la bouteille, puis il s'en enfilait un verre, une bonne rasade. Il est mort à 86 ans, il avait un tempérament d'acier. Quand je l'emmenais... Ah ouais. Moi, je me rappelle, emmener au bois, quand on allait fournailler, couper le sous-bois et fournailler, ben, où que c'était le plus épais, ben, il y allait d'office, lui. Hein. Nous, on s'écartait, on disait, le vieux va y aller, parce que nous, on avait 30 et quelques années à l'époque. Hein. Et ben, lui, il s'en allait directement que c'était le plus épais. Hein. Ah, puis il en abattait, il avait la main. Hein. La belle eau de vie. Merci Jean-Pierre. Et puis j'ai envie de dire merci les Jean-Pierre. Dommage qu'on n'en ait pas parce que finalement, vous voyez, si vous manque des produits, faites un stage avec Jean-Pierre Bertrand, hein, de la poudre de riz, de l'eau de vie. J'en ai d'autres. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission. En tout cas, Vanessa, merci d'être venue nous voir et de nous parler de ce très beau métier que de celui de socio-esthéticienne. On vous souhaite bon vent. Et puis merci pour tous les soins que vous apportez et toute l'attention portée aux patients. Merci les Jean-Pierre. Puis on va se dire à Bétou. À Bétout. À Bétout.